Je voudrais d'abord faire un propos préliminaire qui n'a rien à voir avec mon intervention, mais qui va résumer peut-être quelque chose. Je voudrais infiniment remercier deux personnes ici présentes. La première, c'est celui qu'on appelle le vicaire général et que moi j'appelle Jean-Philippe, qui est mon ancien élève d'il y a 30 ans. Et à ce titre-là, on a partagé beaucoup de choses. Je l'avais eu en première et terminale, en histoire-géographie, mais aussi nous avons participé, et il a beaucoup participé à un club de politique que j'avais monté et où nous avons beaucoup parlé politique, économie, culture, pour débattre avec les élèves. Et je voudrais le remercier de m'avoir invité à participer, non pas seulement au colloque, mais au comité qui a organisé un petit peu ces 2 années, et en retour de ce que je lui avais apporté, de m'avoir ouvert à des choses que je ne connaissais pas. Merci infiniment Jean-Philippe pour ça. Voilà. Et je voudrais remercier une deuxième personne que j'ai rencontrée, c'est Daniel Moulinet, qui m'a beaucoup aussi appris de choses, voilà, avec qui on a conversé, et qui m'a beaucoup aidé dans cette communication. Voilà. Alors, 2 personnes, et pour tout le monde, je voudrais dire, quand on a commencé à travailler sur cette année jubilaire, il y a plus de 2 ans ou 2 ans et demi, après le départ de Monseigneur Perceroux et avant l'arrivée de Monseigneur Beaumont, on s'est posé beaucoup de questions. On n'était pas nombreux, on était 6 ou 7, et il y a eu des hésitations. Et quand je vois le résultat, non pas seulement du colloque, mais de l'année, je veux dire qu'on peut être fier de tout ce qui a été initié et de ce qui est fait. Voilà ce que je voulais dire, qui n'a rien à voir avec mon exposé, mais je voulais remercier, finalement, des gens à qui j'ai donné et qui, en retour, m'ont apporté aussi des choses. Voilà. Alors, je m'étais posé la question, moi qui ne suis pas docteur comme beaucoup de gens que vous avez vus, moi qui n'ai pas beaucoup recherché dans les archives du département de l'Allier, parce que j'ai fait mes études dans une autre université au Mans. J'étais plutôt spécialiste de l'histoire urbaine du 19e siècle. Voilà, j'avais travaillé sur l'alcoolisme au Mans au 19e siècle, voilà, à l'époque. Donc, vous voyez, voilà, un thème qui m'avait beaucoup plu. Et je me suis dit, comment est-ce que je peux participer à ce colloque? Qu'est-ce que je peux y apporter? Je n'ai pas le temps de faire des grandes études. Madame, je possède malheureusement aussi une grande maison à Agonge et qui me prend beaucoup de temps. Voilà, donc je me suis dit, comment est-ce que je peux intervenir? Alors j'ai dit, pourquoi pas faire un focus? C'est-à-dire, au-delà de toutes ces études que j'ai entendues, qui sont très vastes, pourquoi ne pas plonger sur un microcosme qui est celui de ma commune et de voir un effet très particulier, c'est-à-dire le départ d'un curé résident et les conséquences. Alors, quels sont les effets dans une paroisse et dans une commune de la perte du curé résident? La diminution du nombre de prêtres depuis 1945 a conduit au regroupement des paroisses dans le monde rural et à la disparition d'une équation qui était simple, une commune, une paroisse, un curé résident. C'est en 1977, dans la commune où je réside, que cette bascule s'est produite. Alors, pour ceux qui sont originaires de Moulins, il n'y a pas de difficulté. Pour les autres, il y en a un peu plus. Agonge, c'est où? Agonge se situe à 15 km au nord-ouest de Moulins, à l'écart des grands axes routiers. On est à l'écart, il faut y aller à Agonge. On est séparé de Moulins par la forêt de Bagnolet. Le maximum de population à Agonge a été atteint vers 1880, à peu près comme partout dans le département. Il y avait à l'époque 880 habitants, et celle-ci n'a cessé de diminuer. En 1946, 534 habitants, 385 en 75, 327 en 82, 300 aujourd'hui. Entre 45 et 75, moins 30% de population. Lorsque je suis en 1975, la commune a un caractère très traditionnel. Une population agricole, des métiers qui disparaissent, il y a encore un charron, un maréchal ferrant, un débardeur avec des chevaux. Il y a un menuisier, il y a encore des commerces, une boulangerie qui fait aussi station d'essence,
Ça fait rêver aujourd'hui, bien évidemment. 2 épiceries et 2 cafés, dont un fait restaurant, surtout pour les ouvriers sur les chantiers. Pas de lotissement, peu de pavillons récents, peu de rurbains. Bref, une commune traditionnelle, rurale, très agricole et qui change peu. Autre remarque sur la commune a une caractéristique sociologique qu'on retrouve ailleurs en Bourbonnais, mais très accentuée à Agonge. La fameuse présence des 13 châteaux d'Agonge. Grand mot pour dire château, grosse maison, gentilhommière, plus que réellement château. Avec, cependant, ces châtelains ou ces hobereaux ont longtemps possédé la terre, car le château, ce n'est pas seulement une maison, c'est aussi une propriété foncière, 3, 4, 500 hectares autour. Voilà. Alors, ces propriétés sont données en métayage, et ainsi, ces châtelains, entre guillemets, dominent économiquement, socialement, politiquement et culturellement la commune. Et je crois que ces 4 dimensions sont importantes. Ces châtelains sont parfois unis par des liens de parenté, ce qui accentue encore cette concentration. Tous ne résident pas toute l'année à Agonge. Certaines maisons sont inoccupées l'hiver. On habite ailleurs, d'accord, de façon plus confortable. Mais à la belle saison, ou pendant les vacances, les gens reviennent à Agonge et à partir de ce moment-là, la population de la commune s'élargit, bien évidemment. Il existe à Agonge une petite bourgeoisie, ce monde intermédiaire, limité, quand je fais le compte, à 4 ou 5 familles, pas plus. Le reste de la commune habite des fermes, des locateries ou des petites maisons dans le bourg. Dans ce bocage, puisque Agonge est bien situé dans ce bocage, la vie de la commune s'organise autour de la place. Alors je crois que derrière, Jean-Philippe, bien aimablement, a montré une photo, et cette place, elle est importante. Tous les gens de la région connaissent la place d'Agonge parce qu'elle a un caractère absolument exceptionnel. Elle a conservé cette allure. 3000 mètres carrés, c'est la place, avec au fond l'église romane. Derrière l'église romane, l'école. Alors, il faudrait... Jean-Philippe, oui, l'église est là, l'école est derrière, on voit tout en haut, et puis la place est au milieu. La place, c'est quoi? C'est l'ancien cimetière. Chaque fois qu'on creuse, on déterre beaucoup de choses. Voilà, on a planté des tilleuls dessus, mais ce fut le premier cimetière de la commune à peu près jusqu'au milieu du XIXe siècle. Voilà. Et, c'est intéressant, à gauche, la cure. Ici, un café, le fameux café Bocula. La mairie qui est là, et là, l'autre café qui est le café du champ, et à côté, le menuisier, rôle important du menuisier à l'époque, bien évidemment, les cercueils, et c'est lui qui emmène au cimetière. Et oui, ben oui, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Cet endroit, c'est le cœur. Voilà, c'est le cœur du village. Et c'est là, finalement, c'est intéressant de voir aussi que se rencontrent les différents pouvoirs de la commune dans cet espace très restreint. Enfin, dernière chose, avant d'entamer mon sujet, je voudrais préciser quand même quelque chose. Je ne suis pas natif d'Agonge. Je n'habitais pas à Agonge en 1977. Je n'ai aucun lien familial avec les gens d'Agonge, même si, propriétaire depuis 1985 et habitant depuis 1988, je connais beaucoup de monde sur la commune. Et ça a largement facilité mon travail, et je voudrais remercier tous les gens, dont un certain nombre sont ici présents et d'autres sont absents, de m'avoir fait confiance. J'ai rencontré plus de 25 personnes qui ont tous accepté de me parler, finalement, de leur vie à l'époque et de ce thème qui m'intéressait, finalement. Qu'est-ce que
quel était le rôle du curé, finalement, dans la paroisse et la commune, et que change son départ. Alors, mon propos va s'articuler autour de 3 thèmes. Le premier, c'est le pouvoir. Le second sera la foi. Et le troisième sera les conséquences brutales du départ. Premier thème, le pouvoir dans la commune. Question que je me suis posée, die ou triarchie? Le pouvoir dans la commune, c'est d'abord celui du maire. Le maire qui dirige la commune, à l'époque, il s'appelle Eugène Juge. Il est agriculteur, ancien fermier devenu propriétaire dans les années 50, membre du Parti communiste. Originaire de la commune, il en est le maire depuis 1945, je devrais peut-être même dire 1944. Un passage de témoin un peu compliqué, semble-t-il, dans la commune. Un maire confirmé par Vichy, issu des châteaux et sorti un peu brutalement de la mairie, je dirais, voilà. Il le restera maire jusqu'en 1975, et à cette époque, 76. Et à cette époque, c'est son fils, Guy Juge, qui lui succédera jusqu'en 2015. Et en 2015, c'est l'arrière-petit-fils qui lui succédera. On est donc sur une dynastie, pas courante hein, quand même, 80 ans, voilà, sur la même commune, mais qui succède à toute une série d'autres dynasties qui fut celle des châtelains-maires depuis la Révolution française, qui se sont transmis la mairie, d'accord, de famille en famille. Donc on a finalement de 1791 à 1944, des châtelains qui sont maires et qui se transmettent la commune, et puis après, une autre transmission dans un autre domaine. Voilà. Le deuxième personnage autour du pouvoir, c'est le curé. Lui, il dirige la paroisse, depuis l'église et la cure. L'homme qui est là, c'est l'abbé B. Alors, à ma grande déception, quand j'ai demandé aux gens, est-ce que vous n'avez pas une photo de l'abbé B, tout le monde me dit, non, on n'a pas. Donc, j'espère en trouver une un jour. À ma grande surprise, personne n'a été capable de m'en fournir une. Voilà. Alors, l'abbé B, il a remplacé en 1954 l'abbé Levif, qui était en poste depuis 1945, et qui lui-même avait remplacé, et je reviens à votre thème, un autre abbé, l'abbé Petot, qui, lui, avait passé quelques mois à la Malcoiffée. Il a fait partie d'un tout petit contingent de prêtres qui ont été internés à la Malcoiffée à la Libération. Voilà. L'abbé B est né dans le sud du département. Très jeune, il est orphelin. Il est accueilli à l'orphelinat de la rue de Villars à Moulins, où il sera séparé de sa sœur. Après des études au petit et au grand séminaire, il est ordonné en 1945. Il est nommé préfet de discipline au Sacré-Cœur à Moulins. Ça rappellera des souvenirs à quelques-uns, manifestement, qui, je pense, dans la salle ont fréquenté le Sacré-Cœur. Et le préfet de discipline, disons ça autrement, c'est le surgé, voilà, ouais, le surveillant, oui, c'est à peu près ça, voilà. En 1949, il devient vicaire d'Isère en charge de l'église Jeanne d'Arc, et Daniel me disait, à l'époque, elle est encore en bois, elle n'est pas encore construite. Et en janvier 1954, il est nommé curé d'Agonge, où il réside dans la cure, mais s'occupe aussi des paroisses de Bagneux et de Montilly. Alors, à quoi ressemble l'abbé B? Alors là, j'ai eu un peu de mal à m'imaginer, mais d'après ce que me disent les gens, il est un physique imposant. Les gens ne sont pas capables de me dire s'il est carré ou rond. J'ai eu les deux visions. Mais j'essaie de m'imaginer un personnage à 1m75 à peu près, me dit-on, assez fort, assez corpulent, voilà, c'est ce qu'on me dit, oui. Porte-soutane. Voilà, les gens me disent oui, on le voit en soutane tout le temps, voilà. À partir des années 70, la tenue de clergyman, sauf pour le culte. Le béret, les lunettes. Souriant, empathique,
Il est aimé de toute la commune. Lorsqu'il sort de la cure, me dit un instituteur, les enfants traversent la place et vont l'embrasser. Il soutient l'équipe de foot créée en 1976, même plus tard, lorsqu'il sera nommé à Villeneuve, il soutiendra toujours l'équipe d'Agonge, même contre celle de Villeneuve. Voilà, me disent les gens. Il assiste aux représentations du club des jeunes fondé en 1975, il circule en 2 chevaux, est accueilli par tout le monde, visite tout le monde, et lors de ces visites, il informe tout le monde de tout ce qui se passe dans la commune. Oui, voilà, c'est aussi son rôle. Il mange dans toutes les familles, il boit moult canons, et les gens me disent « moult nous moult ». Voilà, j'ai bien compris. Et pour en avoir parlé hier, ça renvoie aussi à une époque. Voilà. Agonge était sa famille, celle qui lui avait manqué. Il sonne les cloches, il rythme le temps, et important surtout, il annonce indirectement le midi la fin de la classe. Et c'est important, et les gens s'en souviennent. Il apprenait aussi à sonner aux cloches, bien évidemment à tous les enfants de chœur. Le son des cloches annonce aussi à toute la commune les événements exceptionnels. Bref, comme me l'a dit un vieux communiste de la commune, le curé fait partie du patrimoine communal. Et je trouve que c'est un magnifique hommage de donner. Et puis, le troisième pouvoir, c'est celui des instituteurs. C'est un couple à Agonge. Et là, on revient aussi sur quelque chose d'assez traditionnel. Les Dörrer jusqu'en 1965, puis beaucoup les auront connus, les Richard, voilà, jusqu'en 1975, et puis après, les Fragnon. Qui sont ces instituteurs qui sont là? Généralement, un jeune couple. Alors, il y en a un qui m'expliquait pourquoi couple. Il me dit, parce que quand on était couple, sortant de l'école normale, on arrivait à avoir un poste pas trop loin et un poste qui nous permettait de rester avec la copine ou le copain. Donc on se mariait tout de suite très jeune, comme ça on savait qu'on restait ensemble. Sinon, direction la montagne bourbonnaise ou les fins fonds du Bourbonnais, ça n'intéressait pas grand monde. Donc voilà. Alors, ça aussi c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé à l'époque. Ils se partagent des élèves, mais toujours dans le même sens. Madame, c'est le CP, CE1, CE2. Et monsieur, c'est le CM1, CM2, la classe de fin d'études et celle du certif. Toujours ce même schéma. On peut rêver de l'égalité, voilà, même dans le domaine scolaire. La prolongation de la scolarité à 16 ans et le départ de l'école communale après le CM2, oui, amèneront à ouvrir une classe enfantine en 1973. Mais de près de 80 élèves dans les années 50, la population scolaire tombe à 50 en 65, 30 en 75 et 9 en 85. Avec une classe unique à l'époque. Ce n'est qu'en 1965 que garçons et filles auront le droit de se mélanger dans les 2 cours, cours de garçons, cours de filles, et qui ne deviendront qu'une en 67-68. Les enfants des châteaux ne fréquentent pas l'école communale. Ça aussi, c'est une autre caractéristique du Bourbonnais. Soit parce qu'ils n'habitent pas à l'année à Agonge, soit ils vont ailleurs, dans le privé, et à Moulins, essentiellement. Les premiers enfants des châtelains à fréquenter l'école communale ne le feront que dans les années 80. Les parents sont ici présents. Voilà. Les instituteurs sont attentifs à leur image. Ils vont peu au café. On leur a appris ça à l'école normale. Il ne faut pas trop boire. Et surtout, il faut soigner le jardin. Ah oui, toute la commune regarde le jardin et une partie de ce qu'on pense de l'instituteur tient à la façon dont il tient le jardin. Ils animent aussi des activités périscolaires, le cinéma 1 fois par mois à l'école. La bébé ne viendra qu'une fois. Pour un film qu'il voulait absolument voir, La vache et le prisonnier. Le sport, le jeudi,
puis le mercredi quand ça changera, avec des rencontres chaque mois, la kermesse de fin d'année où venait le curé, les cérémonies du 11 novembre et du 8 mai. Le monument aux morts de la commune est dans le cimetière. Si les enfants des instituteurs sont les seuls à ne pas aller au catéchisme, ils entretiennent, les instituteurs, de bonnes relations avec le maire, ouverts à leurs demandes, et avec le curé. En effet, après la cantine à midi, cantine communale, les enfants vont au catéchisme. De 12h45 à 13h30, à la cure l'hiver, à l'église au jour meilleur. C'est un acquis sans débat dans la commune. C'est-à-dire que l'instituteur, bien que de gauche, laïque, ne met absolument pas en cause cette tradition. Si les instituteurs représentants de l'école laïque jouent un rôle important dans la commune, c'est la relation entre Eugène Juge, le maire communiste, et le curé B qui a marqué tous les esprits. Tous les jours, les deux se rencontrent. Dès que le maire arrive sur la place, le curé sort de sa cure, commence à discuter, il file au bistrot, ils boivent, ils discutent, ils se chamaillent, mais ils se retrouvent tous les dimanches après-midi pour jouer à la belote et taper le carton avec deux autres. Et ça, c'est régulier. Au point que, même parti à Villeneuve, lorsque Eugène Juge mourra en 1979, et qu'il y aura des obsèques civiles, l'abbé B viendra de Villeneuve assister à ces obsèques. Enfin, il avait existé un conflit sur le loyer dû pour la cure. Et ce conflit avait été permanent du temps du prédécesseur de l'abbé B. Je n'ai retrouvé aucune trace, durant tout le mandat de l'abbé B, d'un problème de loyer de la cure. Les choses se sont aplanies. Bref, Agonge ressemble à un film célèbre, non français, dont Camillo et Pépone, voilà, rajoutons-y dans les instituteurs. Voilà ce qu'est le pouvoir dans la commune. Deuxième thème que je voudrais aborder, c'est celui de la foi, que je me suis posé, foi ou simple tradition religieuse dans la commune et la paroisse. Tous les enfants de la commune, je dis bien tous les enfants, même ceux des communistes, et je rappelle qu'à Gonge, je vote majoritairement communiste, et souvent à la seule exception des enfants des instituteurs, au moins de 2 des 3 instituteurs. Tous les enfants sont baptisés. Il n'y a pas une exception. Tous vont au catéchisme. Tous effectuent leur communion. Même les enfants du maire communiste. Les mariages sont tous religieux. Même le fils du maire communiste. Seuls les obsèques échappent parfois à cette règle. Et si beaucoup n'ont plus ou très épisodiquement à la messe, tout le monde entre dans l'église pour un mariage et au moins, comme on dit pour le sou, aux obsèques. Le rôle des femmes et surtout des grands-mères est ici fondamental. Dans un monde où 3 générations cohabitent, les grands-mères et les femmes plus pieuses partagent dans les fermes où les logements sont exigus, souvent la chambre avec leurs petits-enfants. Et ces grands-mères plus pieuses prient avec leurs petits-enfants le soir. Et ça m'a été rapporté plusieurs fois par des familles d'agriculteurs. Et je rappelle, les logements, c'est du 3 pièces. Une salle, une chambre pour les parents, puis une chambre où on met toutes les autres personnes. La messe, c'est le moment fort de la vie paroissiale.
Si une messe quotidienne se déroule le matin, c'est celle du dimanche qui réunit toute la paroisse et même au-delà de la paroisse. Le curé B dit une messe à Montilly à 9h, à Bagneux à 10h et à Agonge à 11h. Heureusement, pas à pied, pas de carriole, mais là 2 chevaux. Voilà. Et cet horaire de 11h à Agonge est un très bel horaire. Pourquoi ? Parce qu'il permet soit d'avoir une belle soirée le samedi, soit de réaliser des travaux de la ferme le dimanche matin et d'aller après à la messe à 11h. La disposition de l'église est immuable aussi. Les hommes sont à droite en entrant, les femmes et les enfants à gauche, beaucoup plus nombreux. On doit être dans une proportion de 3/4, 1/4. Et puis, il y a les familles des châtelains. Ah, les familles des châtelains, elles sont devant, bien sûr. À droite et à gauche, se mélangeant à ce moment-là, c'est par famille là qu'on se place, et non plus par sexe. Et elles occupent les places d'honneur. Les familles de châtelains ont leur prie-dieu, marqué à leur nom. Mais ce ne sont pas les seuls quand même. D'autres familles ont aussi leur propre siège. Au fond de l'église, en haut, officie à l'harmonium M. Charbon, ancien séminariste, avec la chorale. Et la chorale est cornaquée par 2 ou 3 châtelaines, et parfois un violon qui vient accompagner un petit peu cette chorale. Et le violon est aussi tenu par une châtelaine. Voilà. Plus tard, la chorale s'installera devant quand certaines places auront été libérées. Ainsi, me disent les gens, la messe est chantée, gaie, animée par les paroissiens ou les paroissiennes, avec le sermon simple et souvent moralisateur du curé qui est assis sur son tabouret. Il n'y a pas de chair. En latin, très longtemps, la messe, elle évoluera lentement après Vatican II. Beaucoup communient, et il existe même un jeu, le tiercé eucharistique. Alors je ne sais pas s'il n'y avait qu'à Agonge que ça se pratiquait, mais je pense que ça devait se pratiquer dans d'autres paroisses. Alors c'est quoi le tiercé eucharistique ? C'est le pari fait par les jeunes qui seront les 3 premiers paroissiens ou paroissiennes à filer le plus rapidement pour être les premiers ou les premières à communier. Et on pariait là-dessus, 1, 2, 3, le vrai tiercé, et celui qui gagnait payait un coup à boire à la sortie. Voilà, c'était ça. Et manifestement, ça a beaucoup intéressé la jeunesse de l'époque. Voilà, bon. Allez, à la sortie de la messe, le curé rejoint ses paroissiens. Et la sortie de la messe, il faut s'imaginer ça à midi, midi et demi, devant l'église, devient un grand moment, finalement, de concertation. Certains m'ont même parlé de Radio Notre-Dame, entre guillemets, voilà. Et puis d'invitation pour la semaine. Et oui, on se rencontre, on s'invite, téléphonez pas partout. Et ça sert aussi d'antichambre au café, où on va aller, où les dames emmènent les enfants, où on achète des friandises, et où les messieurs vont boire un coup. Et puis, 6-7 fois dans l'année, à toutes les grandes fêtes religieuses, Noël, Rameau, Pâques, Ascension, Pentecôte, le 15 août qui est aussi la fête du village, la Toussaint, l'église se remplit de plus d'hommes. Et dans ces occasions, à tour de rôle, il existe une tradition à Agonge, je ne sais pas si elle existe ailleurs, les châtelains offrent la brioche aux paroissiens. C'est un cône de brioche qui est fait. La brioche plus grande en bas, puis on réduit et c'est tout un cône. Et on découpe ce cône à la sacristie et on va l'offrir, si vous voulez, à tout le monde. Alors, je me suis posé des questions un petit peu sur cette cérémonie. Simple don ou partage, ou je dirais message plus subliminal. Et vous m'aurez compris peut-être en rappelant certains événements, je dirais, plus chrétiens. Un paroissien à la sortie vendait la vie catholique et parcourait à vélo la commune le dimanche après-midi pour écouler son stock. La paroisse se réunit aussi lors de processions. Elle se déroule aux rogations, 3 jours de suite, à la fête Dieu et à l'Assomption.
Les fidèles rejoignent en cortège, précédés par le curé, les bannières portées par les enfants de chœur, soit des croix à divers carrefours de la commune, soit une statue de la Vierge, soit font le tour de la place. À la fête Dieu, les petites filles avaient des pétales de rose et de pivoine et les jetaient devant la bannière. Comme me l'a dit une dame, c'est la seule fois où on avait un tout petit rôle à jouer dans la paroisse. Sinon, rien pour les filles, tout pour les garçons. Mais déjà dans les années 70, il y a moins de participants, les trajets diminuent des processions et certaines disparaissent. D'autres activités ont déjà disparu dans les années 70. Il existait une troupe théâtrale, Bel Accord, animée par prêtres, elle a disparu. Il y avait aussi une traditionnelle kermesse de printemps qui se déroulait dans le parc d'un des châteaux d'Agonge, celui qui est dans le bourg, aux Échardons, avec une tombola où on gagnait un voyage à Lourdes. Ça aussi, ça a disparu. Mais il y a toujours des paroissiens pour faire, évidemment, le pèlerinage de Lourdes. Alors, ma dernière intervention, mon dernier point, c'est la fin d'un monde. Le départ du curé est brutal. C'est par un courrier du 22 septembre 1977 que l'abbé Grincourt adresse au conseil municipal ce départ et qu'est connue la nouvelle de son départ pour Villeneuve-sur-Allier, distance de 10 km. Et ce départ sera effectif en décembre. Oh, je termine. Bon. Allez. Le curé, B, malgré son attachement à la ou sa commune, obéira. Sans aucun doute, déchirure pour lui. La commune organisera même un pot pour son départ. Et intéressant, ce départ, dans le souvenir de certains, ce pot s'est transformé en manifestation de protestation, ce qui n'a jamais eu lieu. En effet, le bruit court à l'époque et est aujourd'hui encore bien vivace dans la commune, que son exil serait dû aux protestations de certains châtelains auprès de l'évêché pour sa trop grande proximité avec l'ex-maire communiste. Et ça, c'est un discours que j'ai entendu souvent. Plus prosaïquement, je vous donne la raison, le curé de Villeneuve, Georges Lannoy, âgé de 57 ans, vient de quitter la paroisse pour une paroissienne. Et dans cette situation difficile, l'évêché pense à un curé géographiquement proche, obéissant, sûr, et on fusionne ainsi 3 regroupements paroissiaux en 2. Et c'est un autre abbé qui prend la suite, l'abbé Nargeot, curé de Saint-Menou, voilà, depuis 1960. Lui aussi est issu d'un milieu populaire, son père était bourrelier à Commentry, ordonné en 1953, curé depuis 60 de Saint-Menou. Quand il arrive à Gonge, il n'est pas accueilli à bras ouverts par la paroisse et les avis sur sa personne sont moins unanimes. Pour certains, il est froid, désagréable, mal à l'aise avec les châtelains. Pour d'autres, il a un cœur en or, il est disponible, il a des sermons plus vivants, plus personnels, plus en prise avec la société. Il visite ses paroissiens, mange chez eux, mais est moins présent dans la commune. La messe du dimanche à 11h est maintenue 2 fois par mois. Sinon, samedi à 18h et tous les jeudis à 9h. L'irrégularité des horaires devient pour certains un motif pour aller ailleurs. Toujours en tenue de clergyman, il change les habitudes, supprimant, sans les en avertir, les sièges des familles. Et prie Dieu, ça a été une révolution. Ainsi, ses rapports avec certains sont plus compliqués. Quant au catéchisme, il est en partie assuré à Gonge avant d'être rapidement transféré à Saint-Menou, vu le très faible nombre d'enfants dans les années 80. Les paroissiens devront alors plus s'engager, que ce soit pour le catéchisme, pour ouvrir, nettoyer, fermer l'église, mais aussi à partir de 1986, la création d'un rosaire mixte qui se réunit 1 fois par mois et qui approfondit l'étude des textes et de la prière. Enfin, la municipalité va très rapidement récupérer la cure et la transformer en 2 appartements. Au départ, elle avait prévu de garder un petit local pour le caté, mais le catéchisme étant transféré à Saint-Menou, cette petite pièce disparaît. Alors ma conclusion sera très brève. Le départ du curé résident brise une tradition, mais aussi une harmonie entre les pouvoirs de la commune et les habitants entre eux. La figure du curé disparaît de la place. Et je voudrais revenir là-dessus. Le curé n'est plus là tous les jours. Et il laisse l'espace libre aux seuls politiques. Les peu croyants
et rapidement non pratiquants se détacheront plus facilement de ces traditions séculaires. Mais chez les paroissiens croyants pratiquants, on assistera à l'éclatement de la communauté et au chacun pour soi. Les uns restant à Gonge, d'autres allant à Saint-Menou, Souvigny, Moulins, voire plus loin. Je dirais Brouvernet pour certains qui comprendront. Et dans les discours de tous, croyants et non-croyants, mais élevés dans la tradition d'un catholicisme de proximité, j'ai entendu la nostalgie de cette époque personnifiée par ces curés résidents qui faisaient partie du patrimoine communal.